Est-ce que vous saviez que ce n'est qu'en 2018 que pour la première fois dans la presse grand public, on relie les épisodes de canicule qui ont frappé la France avec le réchauffement climatique? Malgré un retard et une prise de conscience tardive, il est difficile aujourd'hui de nier les faits, qui modifient et dérèglent nos modes de vie sur le long terme. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas les seuls à être impactés. L'archéologie et le patrimoine n'en font pas l'exception. Ainsi, nous allons ici revenir sur la destruction partielle ou à venir des sites archéologiques. Et comme pour garder espoir, nous allons aussi identifier les différentes manières de sauvegarder ce patrimoine. Pour ce faire, nous identifierons par étude de cas spécifiques comment le réchauffement climatique se matérialise, puis nous nous attarderons sur une manière de penser qui peut être problématique, et enfin, nous verrons les différents aspects plus positifs de cette réalité. Alors vous allez me dire si je me trompe, mais est-ce qu'il n'y a pas un fondement d'ironie dans le fait que ce soit les sociétés humaines qui s'empêchent elles-mêmes de connaître leur passé, et pire, qui participent à sa destruction? C'est ainsi que nous allons pouvoir voir les choses, puisque nous vivons actuellement dans une période géologique façonnée par l'homme, au sens où son activité est devenue si importante qu'elle modifie le cours naturel de la Terre. Cette période, on la nomme Anthropocène, et bien qu'il y ait des débats sur l'événement qui ait engendré cela, certains remontent à la domestication du feu, et d'autres, moins téméraires, la font remonter à 1784, année de la création de la machine à vapeur. Une chose est sûre, elle engendre de nombreux problèmes que nous allons voir dès à présent. Bon, les inondations c'est un phénomène assez fréquent, et ce depuis des milliers d'années. Néanmoins, le réchauffement climatique y contribue de manière assez notable, que ce soit par le rehaussement du niveau de la mer, la fonte des glaciers, ou les perturbations liées à la périodicité des tempêtes. En guise de premier exemple, nous allons voir le cas des villes européennes. En effet, c'est un exemple qui me semble assez pertinent afin de prouver que nous sommes tous affectés par ce dérèglement climatique et que ce ne sont pas uniquement des contrées lointaines comme le Groenland ou l'Amazonie. Bon, on va tout d'abord commencer par donner quelques chiffres, puisque en 2018, dans une étude parue dans Nature Communication à propos des côtes méditerranéennes, on dénombre 49 sites culturels du patrimoine mondial qui sont situés dans des zones côtières de faible altitude de la Méditerranée. Et 37 d'entre eux sont déjà menacés par une inondation centenale et 42 par l'érosion côtière. Donc ça, déjà, ça nous donne un peu la couleur. Bon, on a aussi la Seine, le fleuve qui s'écoule en région parisienne, entre autres, et qui est connu pour ses nombreux aménagements au cours des 2 derniers siècles pour limiter les débordements catastrophiques. Pour autant, en 1910, l'eau est montée à 8,62 mètres en multipliant son débit par 8 en une dizaine de jours. Pour autant, la Seine est néanmoins un fleuve qui a l'avantage de monter assez lentement. Il est donc par conséquent facile de prévenir et secourir la population. Mais les dégâts matériels, eux, dans un tel scénario, peuvent s'avérer élevés, car la vallée de la Seine couvre un patrimoine classé à l'UNESCO. Malheureusement, la plupart des grandes villes ont été édifiées à proximité des cours d'eau, pour des raisons assez évidentes. Et l'une des villes les plus touchées en cas d'inondation, c'est évidemment Venise. Tout d'abord, la Sérénissime est mise à mal par l'Aqua Alta, qui sont de grandes marées en mer Adriatique qui provoquent une quantité non négligeable de dégâts. On estime que si l'eau monte à 2 mètres, 86% de la superficie de la ville serait touchée. D'ailleurs, entre parenthèses, tout récemment en 2019, l'eau est montée à 1,87 m, ce qui a laissé une trace irréparable sur le patrimoine, en endommageant de nombreuses églises. Des digues flottantes ont été pensées pour contrecarrer les futures montées des eaux, mais le projet fut stoppé à cause de scandales, notamment des affaires de corruption. Enfin, prenons un dernier exemple qui a le mérite d'avoir un bilan un peu plus positif. C'est en 2002, à Prague, qu'eurent lieu des inondations dues à la Vltava, qui impactèrent le centre historique de la ville, riche d'un château, une cathédrale et le pont Charles, et qui furent momentanément noyés sous 2 mètres d'eau. Il faut savoir que 11,6% de la ville de Prague est composée de zones inondables. Face à la catastrophe, le gouvernement a tout de même bien réagi en réduisant de 11 à 5% la zone inondable en construisant un système de barrières mobiles. La ville est donc protégée actuellement par une porte coulissante en acier de 45 tonnes. On va donc à présent pouvoir passer à un autre type d'aléa de plus en plus fréquent et qui impacte cette fois-ci le patrimoine archéologique. Bon, ce que je vais dire va être d'une banalité folle, mais les montées des eaux et l'érosion des littoraux qu'elle engendre ne bénéficient en rien aux archéologues. Et une course contre la montre se tient à leurs insus. Rappelons que la montée des eaux est due à la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, puisque l'eau qui était précédemment stockée sous forme de glace se déverse dans l'océan, augmentant ainsi son volume et son niveau. Il y a évidemment les glaciers des régions du Groenland et de l'Antarctique qui abritent des réserves de glace massives, mais aussi les glaciers des montagnes qui fondent, ajoutant de l'eau douce dans les mers.
Mais de tout temps, les populations se sont installées à proximité des littoraux. Il faut faire appel à un panel de disciplines pour comprendre l'évolution des bords de mer au fil des millénaires, notamment pour avoir des données paléoclimatiques ou géomorphologiques. Nous pouvons donc affirmer aujourd'hui que les rivages sont plus ou moins les mêmes, avec une hausse du niveau de la mer régulière d'1 millimètre par an. Pour autant, l'érosion actuelle du littoral, combinée à certaines pressions anthropiques, affecte l'ensemble des sites archéologiques des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Cela inclut les pêcheries du néolithique jusqu'au blocos de la Seconde Guerre mondiale. Et si nous traitons ici du cas de la France en particulier, nous pouvons rajouter un problème d'ordre plus législatif. Qui dit fouille préventive dit forcément système de casseurs-payeurs, sauf que dans ce cas précis, il n'y a pas d'investisseurs, le casseur étant un phénomène naturel. Et c'est pour cela que des associations et des projets voient le jour, comme Alerte, Archéologie, Littoral et Réchauffement terrestre, qui sensibilisent, alertent et répertorient les sites à risque. Face à des côtes qui reculent parfois d'1 mètre par an, la course contre la montre s'active pour les archéologues. Swen Fontaine, par exemple, archéologue responsable du pôle subaquatique de l'INRAP, affirme que, je cite, « L'érosion du littoral met au jour de nombreux sites très vulnérables face aux aléas de la météo. Et ce phénomène n'est bien entendu pas nouveau, mais nous assistons à une nette accélération. Nous sommes confrontés à une archéologie de l'urgence pour laquelle nos infrastructures ne sont pas correctement équipées, financièrement, juridiquement et humainement. Souvent, nous assistons donc vulnérablement à la disparition de vestiges ou d'artefacts, et un cercle vicieux se met en place, puisque souvent, les archéologues ne peuvent fouiller des sites sur les côtes, car cela précipiterait leur érosion. Et malgré l'évolution des techniques paléogénétiques, nous restons impuissants face au problème. La France n'est d'ailleurs pas la seule concernée. En Arctique, par exemple, 180 000 sites sont jugés à risque par ce problème. Et même si l'érosion n'est pas un phénomène nouveau, l'ampleur et la vitesse d'érosion inquiètent, puisque l'allongement de la période estivale provoque un regel plus tardif de la banquise qui ne protège plus les côtes des effets des tempêtes d'automne. La plupart des fouilles sont pénalisées par une législation trop lente face à un dérèglement climatique qui, lui, n'attend pas. Les vagues de sécheresse prolongées sont l'une des nombreuses conséquences majeures du réchauffement climatique. L'augmentation des températures favorise l'évaporation de l'eau et ces effets sont bien présents aujourd'hui. Les risques d'embrasement sont accentués et on peut voir ça par exemple avec le cas spécifique de l'Australie. Bon, on va tout de suite donner le ton. 1 millier des 100 000 sites répertoriés de l'art rupestre aborigène ont d'ores et déjà disparu. Alors il ne faut pas compter sur l'aide des industriels et même le gouvernement qui en ont peu faire des peintures comparé à l'industrialisation et l'économie du pays, bien évidemment. Pire encore, ils sont complices de la destruction des vestiges. La grotte de Balloon dans le Queensland par exemple a subi des endommagements dus à un incendie provoqué par les usines de recyclage du plastique. Les rejets de cette dernière ont été embrasés par des feux de brousse qui ont détruit les parois peintes. Et plus généralement, la chaleur est responsable du processus d'érosion qui fait éclater les pierres et détruit inexorablement les productions humaines. On va un petit peu digresser pour parler non plus des sites archéologiques qui sont actuellement détruits par le réchauffement climatique dû à l'Anthropocène, mais on va voir comment les archéologues réussissent à comprendre que le climat a toujours joué un rôle important dans les implantations humaines. Le but ici n'étant aucunement de réduire les dangers du réchauffement actuel, mais plutôt de montrer que le climat a toujours fait partie des préoccupations humaines, et ce, par le prisme de l'archéologie. Depuis quelques décennies, de nombreux historiens s'accordent sur un fait. La Révolution française a été en partie causée par le climat, chose que des historiens de renom comme Michelet n'auraient pas envisagé au XIXe siècle. Peut-être est-ce parce qu'aujourd'hui nous avons conscience de vivre dans une époque marquée par les enjeux climatiques que nous les intégrons à nos moyens de voir le monde passer. Les archéologues, eux, en tout cas, ils l'ont bien compris. Et grâce aux études palynologiques, c'est-à-dire l'étude des pollens, certains retrouvés dans des sédiments du lac salé de Larnaca, sur l'île de Chypre, le constat a été le suivant. Le lac a connu une période humide avant de s'assécher progressivement. Cette période correspond à une sécheresse de 4 siècles. Ainsi a été mis en corrélation ces faits précis avec l'effondrement politique et économique des civilisations mycéniennes, minoennes ou du vaste empire hittite à la fin de l'âge de bronze, qui avait été jusqu'à maintenant attribué à des destructions humaines. La sécheresse est un enjeu non seulement actuel, mais on le voit aussi ancré dans le passé. Et malheureusement, l'histoire a parfois tendance à se répéter.
Les incendies découlent des périodes de sécheresse que nous venons d'évoquer. Et le changement climatique entraîne des périodes de sécheresse plus fréquentes et plus longues. Et cela réduit l'humidité du sol et de la végétation, créant un terrain idéal pour les incendies. D'ailleurs, petite spécificité tout de même, les incendies forment un cercle vicieux avec le dérèglement climatique, puisque nous venons de le voir, ce dernier engraine le premier qui, à son tour, aggrave le changement climatique en libérant du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Dans le monde, depuis le début du 21e siècle, ce sont entre 3 et 9 millions d'hectares qui sont partis en fumée. Il en va sans dire que la catastrophe archéologique est de seconde place face aux dégâts sur les êtres vivants. Et cela ne justifie pas pour autant qu'il ne faut pas aborder le sujet. On va prendre pour exemple l'Amazonie, qui est bien représentée lorsque le sujet du dérèglement climatique est abordé, mais rarement pour parler de ces sites archéologiques en danger. L'Amazonie, c'est une région qui a le malheur de non seulement subir d'importantes causes de la modification du climat, que ce soit les pluies drastiques, la sécheresse extrême ou les incendies par exemple, mais en plus de subir les lobbies agroalimentaires qui présentent un souci de taille. Et les sites archéologiques sont donc fortement impactés. Un exemple notable, ça va être le parc archéologique de São Raimundo Nonato, qui comprend des peintures rupestres vieilles de plus de 12 000 ans et qui a été partiellement détruit par des incendies. On va revenir sur l'exemple de l'Australie que nous avons déjà évoqué précédemment, et là-bas certains sites archéologiques ont pu être identifiés, et justement grâce aux incendies, ces derniers ayant dégagé l'accès à des zones difficilement accessibles à cause de la végétation. Alors est-ce qu'il faut s'en vanter pour autant ? C'est ce qu'on va voir dès à présent. Quand la sécheresse dévoile des vestiges. Alors c'est une antithèse que l'on voit fréquemment dans les actualités, et on peut affirmer, de manière un peu provocante, que c'est une antithèse, car comment une des conséquences du réchauffement climatique pourrait être bénéfique au patrimoine ? Et est-ce que c'est réellement le cas ? C'est ce que nous allons voir dès à présent. Alors si vous suivez la chaîne depuis les débuts, vous savez qu'on a fait une vidéo sur la découverte de vestiges d'un palais datant de l'âge du bronze et qui a pu être fouillé grâce aux fortes chaleurs et sécheresses qui ont permis la décrue du barrage de Mossoul. Ainsi ont été trouvées des tablettes cunéiformes, des enduits peints et des murs de briques s'étalant sur plusieurs mètres. Pareillement, l'une des trouvailles les plus retentissantes du XXe siècle, Odzi, n'a été permise que grâce à la fonte des glaciers. Ce type de trouvaille avait permis de documenter les passages d'altitude depuis le néolithique. Ainsi, il faudrait voir la fonte des glaciers ainsi que les sécheresses d'un prisme positif. Sauf que cela, c'est pas vraiment aussi simple. Tout d'abord, les restes organiques ne peuvent être conservés que dans certaines zones. Ainsi, si on suit les statistiques scientifiques, d'ici quelques décennies, les cols seront entièrement déglacés durant l'été, ce qui condamnera irrémédiablement les artefacts. L'archéologie glaciaire, qui en est encore à ses balbutiements en France, est donc submergée par le nombre de sites que le réchauffement dévoile. Ainsi, se réjouir de voir apparaître les vestiges n'est pas forcément bon signe en réalité. Alors lorsqu'on aborde le sujet l'archéologie face à un problème planétaire, le réchauffement climatique, on pense tout de suite aux monuments ou aux sites archéologiques, en bref, à ce qui est matériel. Mais pour autant, le patrimoine immatériel est lui aussi en danger. Nous pouvons définir la notion de patrimoine immatériel comme étant un ensemble de pratiques culturelles transmises de génération en génération. Elles se manifestent, s'observent, se produisent et se vivent encore aujourd'hui. Dans certaines régions de Chine ou du Japon, il ne sera bientôt plus possible de faire pousser du riz parce qu'il fera trop chaud. Et sans aller aussi loin, en Bourgogne, la hausse des températures va dans quelques décennies plus permettre de cultiver le raisin pour fabriquer du vin, avec évidemment le savoir-faire traditionnel. De même, en Ouganda, les glaciers du parc national du Rwenzori ont une symbolique forte pour les communautés locales. Et d'ici 2050, ils vont disparaître. Et la symbolique est vouée à disparaître également. Alors maintenant que nous venons d'établir comment le dérèglement climatique impacte un panel assez large des cultures, voyons s'il y a des solutions pour retarder ou minimiser les pertes. Nous l'avons évoqué à demi-mot, des associations et des projets voient le jour pour réduire la catastrophe environnementale, auxquelles il faut rajouter les actions étatiques et les progrès technologiques. Depuis quelques années à présent, l'écologie devient un sujet de société majeur, auquel nous sommes plus ou moins tous sensibilisés. Déjà, les populations se rendent compte du problème, puisque ça les touche chez eux. On le voit avec le cas des églises en France. Plus de 1400 sont en danger, que ce soit à cause de l'érosion, les inondations ou la sécheresse, qui fait bouger les sols argileux.
À une échelle internationale, l'UNESCO, qui depuis 2005 réfléchit aux effets du changement climatique, mobilise des moyens pour y pallier. L'organisation pense à des stratégies particulières pour préserver les sites, en s'appuyant sur des cas particuliers comme la fonte des glaciers du mont Altaï en Mongolie. On peut aussi voir l'émergence, selon Magali Regueza, d'un tourisme du macabre, fasciné par les catastrophes et les vestiges, et qui sont particulièrement attirés par les ruines, ce qui pose des questions de l'ordre de la conservation des sites. Ainsi, garder en mémoire un lieu qui a été détruit permettrait d'alimenter la mémoire du risque et participer ainsi à sa sensibilisation. Les nouvelles technologies sont au cœur du débat actuel, car il se pourrait bien que ce soit grâce à elles que nous puissions sauvegarder un maximum d'éléments. Iconem, la société française spécialisée dans la numérisation 3D, se focalise d'ores et déjà sur la numérisation des sites menacés. Le bâti peut donc être sauvegardé par ce biais numérique, comme c'est le cas de l'île sanctuaire de Délos, menacée par la montée des eaux. En 2019, 26 pays européens ont signé une déclaration de coopération pour accélérer les efforts de numérisation 3D du patrimoine culturel. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'espérer que la science et les technologies progressent davantage de manière à sauvegarder les artefacts et sites archéologiques et historiques. Nous l'avons vu, l'impact du climat récent est particulièrement visible sur les sites archéologiques et encore, on n'a pas mentionné certaines choses ou d'autres externalités négatives. Ainsi, nous avons vu à quel point il est important d'agir face à cette situation préoccupante et de ne pas rester dans l'inaction. Nous pouvons émettre des idées qui permettraient de sauvegarder un maximum les sites. Ainsi, on a vu par exemple en France dans les années 60 une archéologie de sauvetage qui s'est professionnalisée et on a vu l'émergence d'une législation claire vis-à-vis de cette archéologie. Et de même, il ne serait pas indu de former les archéologues à l'action concrète et acquérir des techniques et des méthodes de ce qui pourrait être un enjeu majeur et important du 21e siècle. Sur ce, j'espère que cette vidéo, un poil différente de ce qu'on fait d'habitude, vous aura plu. Et sur ce, je vous spoil la prochaine vidéo qui sera sur...